à souligner de nous avoir fait vivre son expérience par vraiment le vécu de cette ville de Montagnard. Alors, voici venu le temps des questions et des réponses, espérons. Moi, j'ai une première question, si je peux me permettre, notamment à Serge Fédérbouge, qui est un observateur attentif depuis pas mal d'années de la vie politique parisienne. Vous aviez créé, je crois, une revue où il y a un site du temps de Delanoë qui avait connu un grand succès. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, avec votre expérience, ce que vous pensez vraiment de l'équipe municipale actuelle, de Anne Hidalgo, de ceux qui l'entourent, voilà, nous aimerions entendre quelques appréciations qui sont certainement... Bon, voilà. Alors j'ai l'impression que si j'en dis du bien, ça va pas très bien se passer. Mais rassurez-vous, je n'en dirai pas du bien. Moi j'appelle ça la gauche coquelicot. Alors c'est quoi la gauche coquelicot? C'est la gauche communautariste, clientéliste, cli, et co, c'est communication. Voilà. Le troisième m'échappait. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une gauche, quoi. C'est une espèce de gang, ça serait quand même un mot un peu trop péjoratif. Mais en tout cas, de groupes d'individus qui se sont parés d'un magot en 2001, qui est la mairie de Paris, parce que ça regorgeait d'argent, parce que malgré tout, Tiberi et son clan géraient ça un peu en père de famille, c'est-à-dire qu'ils faisaient très peu de choses et ils dépensaient très peu d'argent. Donc ils sont arrivés, les caisses étaient pleines, c'était la ville la moins endettée de France, et donc évidemment, quand vous mettez ce pactole aux mains de gens qui sont des politiciens dilapidateurs, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils dilapident. Donc ils ont dilapidé une somme d'argent qui est complètement incroyable au regard des finances d'une commune. Donc, pour vous donner une idée, il y a eu une augmentation sévère des taxes, surtout en 2008, de tous les droits possibles et imaginables, les droits de voirie, les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, etc., etc. Ils ont eu cette espèce de profit tombé du ciel des droits de mutation qui ont augmenté considérablement. Eh bien, malgré tout, ils ont été capables de multiplier la dette de la ville par 7. Si l'État, qui est pourtant très mal géré, avait suivi la même pente, aujourd'hui, ça serait encore plus clair que ça l'est déjà, c'est-à-dire qu'on aurait eu le FMI à la place des ministres, et la France en serait en situation de faillite complète, c'est-à-dire que la dette de l'État, qui est déjà de 2200 ou 2300 milliards d'euros, elle serait, si elle avait suivi la même pente que celle de la ville, à 5 ou 6 000, ça serait purement et simplement ingérable, ça serait pire que la Grèce, quoi. Donc, ce sont des gens qui dilapident, qui font du clientélisme, qui achètent effectivement du mètre carré à prix d'or, qui entretiennent une théorie, une noria d'associations toutes plus corrompues les unes que les autres, en déversant année après année. Moi, je passais mon temps à mettre des coups de projecteur sur des subventions à des associations complètement improbables de lutte contre telle ou telle maladie ou tel phénomène au fin fond de l'Afrique, et pas pour des petites sommes, c'est à chaque fois pour des centaines de milliers d'euros. Alors parfois ça recoupait aussi ce qui se faisait avec la région. Il y avait un endroit qui s'appelait le lieu du design dans le viaduc des Arts, vous savez, où il y avait une élue verte qui présidait ce machin, qui s'est retrouvée un jour avec une descente de la police qui a découvert des centaines de milliers d'euros en espèces chez elle. C'est véritablement le règne de la grande dilapidation. Donc, il faut mettre fin à ça, parce que c'est pas le bon exemple, parce que les Français en ont marre, et les Parisiens, comme les autres Français, même si on leur rebattre les oreilles de la situation de la ville qui serait moins dégradée, mais elle est moins dégradée parce qu'au départ, elle était ultra saine, sinon elle serait beaucoup plus dégradée. Donc les gens en ont marre de cette dilapidation, de ce gaspillage à tous les étages, et c'est pour ça qu'effectivement, les échéances politiques sont tout à fait nécessaires, indispensables pour la vie démocratique, pour mettre un peu un coup de balai à cette corruption. Et je dirais simplement un mot, parce que le débat m'a beaucoup intéressé, j'en ai pas du tout parlé, du Grand Paris. Et là aussi, alors c'est la grande gabegie, c'est-à-dire qu'il y a eu, dans cette initiative qui est nécessaire, moi je suis parisien, ancien élu parisien, et je pense que le Grand Paris est une nécessité. Parce que c'est vrai que ça ne peut plus durer, on ne peut plus vivre dans l'espace étriqué du périphérique. Mais ça ne veut pas dire aller vers la grande gabegie, puisque
puisque de tous ces dizaines, ces centaines de millions qui ont été dépensés, l'Atelier international du Grand Paris, la Société du Grand Paris, là aussi la multiplication des instances, rien ne sort, si ce n'est un métro, un super métro, mais le métro parisien n'a pas fait Paris. Le métro parisien s'est adapté à la morphologie, à la structure de Paris. De la même manière, il y a des choix politiques, des choix de raison, en fait, d'organisation de l'espace, peut-être effectivement de rapprochement entre les instances qui doivent déterminer les réseaux de transport. Ça ne doit pas être le contraire. La politique est déterminante. Quand Napoléon III a nommé Haussmann pour trouver une solution à la crise que vivait Paris à l'époque, bon, parce que Napoléon III, finalement, c'était plus un étranger qu'un Français. Il avait grandi en Allemagne et en Angleterre. Il a vu comment ça marchait ailleurs. Et il a adopté des solutions qui étaient les bonnes. Eh bien, c'est cet effort aujourd'hui qu'il va falloir engager. Il y a eu des réflexions qui étaient intéressantes. On n'en a rien fait. Il y a eu des équipes, par exemple, cette Christian de Port-Grand-Parc, qui avait des vraies pistes, des pistes intéressantes pour réformer les transports et l'urbanisme de la région parisienne. Ça a été complètement passé à la trappe et aujourd'hui c'est une gabegie dingue où effectivement on va faire avec un retard énorme des lignes de métro qui arriveront ou qui n'arriveront pas. J'ai un de mes enfants qui est actuellement élève dans une prestigieuse école de la République sur le plateau de Saclay. On leur a dit oui, vous aurez un métro en 2022, 23, 24, maintenant c'est passé, en fait, ça a été escamoté par les Jeux Olympiques, ce qui est complètement dingue. C'est-à-dire, on fait un centre névralgique pour la France entière, un pôle d'excellence en matière scientifique sur le plateau de Saclay, et on décide de sacrifier ça, du point de vue des transports, pour un événement sportif de 3 semaines. On marche sur la tête. Donc, la réponse politique, effectivement, est partout sur tous ces dossiers. Je vois déjà une main qui se lève. Donc vous êtes le premier, cher ami. Merci, monsieur. Jean-Paul Mangès des Hauts-de-Seine, Boulogne. Je voudrais savoir si nos élus, depuis l'hôtel de ville jusqu'à l'Élysée, sont bien conscients de ce que les Gilets jaunes ont totalement ruiné le prestige international de Paris, sans parler de ses commerces. Et oui, absolument. Je peux vous dire quand j'en parle beaucoup avec les Chinois, je peux vous dire qu'ils considèrent que les chars sur la place Tiananmen, c'est de la rigolade à côté des blindés sur la place de Charles de Gaulle. Et le pauvre Charles de Gaulle, il se retourne dans sa tombe face à cette charrue. Oui, je vais passer la parole à Serge Pénécourt pour répondre, parce que évidemment, tout le monde n'a pas l'air d'accord avec vous. Alors, cher monsieur, cher ami que je ne connais pas, je crois que vraiment il est important de ne pas confondre les causes et les conséquences. Voilà. Et les Gilets jaunes, dont j'ai fait occasionnellement partie, et dont je ferai peut-être partie encore, c'est... Je ne le cache pas, eh bien c'est une réaction saine face à une dérive de la caste dirigeante. Fut un temps où un homme politique écrivait un ouvrage qui a eu finalement une assez grande portée, mais une funeste portée, pour nous expliquer que l'immigration était une chance pour la France. Moi, je dirais d'une certaine manière que les Gilets jaunes sont une chance pour la France, dans la mesure où ils nous réveillent. On ne peut pas casser les thermomètres. On a un État qui est en faillite. On n'est pas les premiers à le dire, ça a été dit par François Fillon, ça déjà un certain nombre d'années. On court à la faillite. La République française ne tient plus que grâce à la dette
que la Banque Centrale Européenne accepte de refinancer. Et ça bénéficie essentiellement aux grandes corporations. Les Gilets jaunes se sont les laissés pour compte de cette situation. Et même si à Paris, il y a des bobos qui, finalement, profitent encore de cette situation, moi je crois que l'égoïsme n'est jamais une bonne réponse en politique. Et même en tant que Parisien, il faut tenir compte de la présence. Je souscris complètement à ce que vient de dire Serge. Je voudrais rajouter simplement que les Gilets jaunes, c'est le symptôme de l'échec de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a des Gilets jaunes que ce pays, qui est un pays développé, qui l'est de moins en moins, mais tenait comme un pays développé à cause de sa classe moyenne. Et cette classe moyenne, depuis 10-15 ans, est complètement ruiné en France, progressivement, et le phénomène Gilets jaunes, il est un résultant de cette attaque contre les classes moyennes, qui sont quand même le fondement du développement de l'histoire de la vie. J'avais demandé des questions en rapport avec le sujet. Le problème est qu'en fait, il y a quelque chose, je ne pense pas qu'on va un peu gentil, mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement parisien et n'est pas un mouvement francilien. Pour trouver des ronds-points tenus par les Gilets jaunes, il faut aller loin. Voilà, il faut réfléchir à ça aussi, mais c'est vrai que pour... Oui, je suis d'accord, mais les gens viennent de toute la France, là, sur les Champs-Élysées et sur la place de l'Étoile. Alors, il y avait une axe d'élevée. C'est à vous, monsieur. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Serge Bourgard, j'habite Châtillon, dans les Hauts-de-Seine. Et moi aussi, je vais m'exiler j'allais dire en province, dans le Gâtinais, vers Nemours, je pense, parce que je cherche un bien à acheter et je me suis aperçu qu'à Paris, on ne peut rien acheter. On ne peut rien acheter pour quelqu'un qui a un salaire comme le mien, qui n'est quand même deux fois le SMIC. Je n'ai pas les moyens d'acheter un bien à Paris. Je ne peux pas m'acheter non plus un bien en proche banlieue. Et je ne peux pas m'acheter un bien à la limite même du 92, 93 et 94. Donc je vais aller devoir m'installer très très loin. Et voir, j'envisage peut-être d'aller en province aussi, mais bon, mon travail c'est quand même dans le cœur de Paris. Et ma famille est originaire de Paris depuis très longtemps, depuis près de 150 ans. Mes plus lointains ancêtres se sont mariés à Paris, dans le centre de Paris, à côté d'ici. En 1846, à l'église de Saint-François-Xavier. Pour moi, c'est un déchirement en fait de partir, alors que je serais très bien resté à Paris. Mais quand on voit des prix aberrants pour des petites surfaces, enfin c'est un scandale. C'est un scandale. Attends, je n'ai pas fini. Parce que je voulais dire à Serge Fédère-Bouche, j'espère qu'il pourra fêter le pot de départ à Hidalgo en 2020. Et ça, c'est très important. Il y a un site, je ne sais pas si c'est lui qui s'en occupe, mais sur Facebook, il y a un très bon site. On va essayer de répondre à votre question, parce que votre question est une des plus difficiles à aborder. C'est la question du logement en Ile-de-France, en l'espèce, puisqu'on parle de l'Ile-de-France. Il y a deux parties, il y a l'acquisition des logements et la location de logements. La location de logement, et notamment la location de logement à Paris, les prix des loyers sont devenus extraordinairement élevés dans les villes de la première couronne aussi, mais même, Cyril l'a bien dit, dans toute l'Île-de-France. Que faire, que faire on a pensé, souvenez-vous, enfin, certains s'en souviennent, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements ont entièrement limité le prix des loyers. Et ça a donné des résultats, mais ça a eu des effets extrêmement pervers. La gauche municipale à Paris a pensé à cela aussi. Alors,
est-ce que chez nos intervenants, là, est-ce que quelqu'un a un avis sur les possibilités qu'ont les pouvoirs publics par rapport au loyer? Est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'il ne faut pas agir? Jean-Claude Delarue. Je vais répondre directement à ce que vous dites, parce qu'en fait, il y a une nouvelle augmentation des loyers et des prix de l'immobilier qui est en train de se développer en proche couronne. Vous avez vu l'article, comme moi, de la Tribune il y a quelques jours. Et donc, il est clair que là, on est en train d'accentuer ce phénomène. Ce n'est plus Paris Intramuros qui maintenant est hors de prix. Ça va être de plus en plus les zones situées autour des 68 gares et Grand Paris Express, où les expropriations vont bon train. Je voudrais dire une chose au Rassemblement national, si c'est possible, c'est qu'à l'heure actuelle, il commence à nous venir un certain nombre de témoignages, peu nombreux pour l'instant, de gens qui disent « j'ai été exproprié dans le cadre du Grand Paris Express et je suis obligé d'aller ailleurs ». Mais je ne suis payé que quand ils ont récupéré mon appartement. Ce qui veut dire que vous n'avez aucun moyen de vous loger, enfin, vous pouvez louer, vous ne pouvez pas acheter. Et donc, à ce moment, et le temps que vous receviez l'argent en question, les prix ont encore monté. Donc, je pense que votre mouvement aurait intérêt à s'intéresser aux problèmes des gens qui sont expropriés et qui seront de plus en plus nombreux dans le cadre de la spéculation immobilière organisée par les pouvoirs publics autour des gares du Grand Paris. D'accord, très bien. J'ai bien noté. C'est la question que vous voyez, hein. Qu'est-ce que les pouvoirs publics pourraient faire? Non, je pense que le Grand Paris, de ce côté-là, peut avoir un aspect positif. Je voudrais comparer avec une ville où les loyers sont beaucoup moins chers. C'est par exemple Berlin. Alors à Berlin, effectivement, les loyers sont en gros la moitié de ce qu'ils sont à Paris. C'est lié à la taille. Mais ceci dit, c'est pas forcément automatique, puisque vous avez une ville comme Londres, qui est bien plus grande que Paris, où les loyers sont encore plus chers. Donc c'est un phénomène très 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 compliqué. Alors il pourrait y avoir le blocage des loyers, ce que vous voulez faire, Madame Duflot, à un moment. Mais le problème, c'est que effectivement à ce moment-là, il y a moins de spéculation, ce qui est plutôt positif. Mais d'un autre côté, on se heurte à un problème d'entretien du bâti et on risque d'avoir des propriétaires qui se désintéressent de leur immeuble. Donc tout ça, il n'y a pas de solution miracle, je pense, a priori, sur cette question-là. Alors c'est sûr que c'est un problème compliqué, hein, mais cela étant, il faut d'abord avoir une idée claire et simple. Le blocage des loyers, ça ne marche pas à moyen et long terme. Toutes les villes de Bombay, enfin toutes les villes qui ont expérimenter ce genre de dispositif, à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est classique, hein, les propriétaires n'investissent plus, ça se décrépit, et même les villes les plus prospères finissent par progressivement devenir des ruines, et on a des exemples, mais alors à foison dans l'histoire. Quand vous allez, si vous allez loin, très loin d'ici, en Asie, il y a une ville qui est la capitale des Philippines qui s'appelle Manille, et il y a au centre de Manille un ancien quartier historique qui s'appelle Intramuros. Voilà, le quartier espagnol. Bon. C'était parmi les premiers à avoir expérimenté ce genre de choses. Et il faut voir qu'en 1945, moi j'avais aussi, je n'ai pas vécu, mais enfin en tout cas, c'est une période dont on m'a parlé, des gens qui vivaient à Hong Kong et qui allaient faire leurs courses à Manille, à Intramuros. Vous voyez? Bon, c'est complètement incroyable de penser ça aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous allez à Hong Kong, vous voyez une ville absolument incroyable, c'est Manhattan, puissance 2 aujourd'hui, Intramuros, c'est une espèce de truc qui se casse complètement. Bon. Donc pourquoi? Parce qu'il y a eu des politiques comme ça qui sont contraires aux règles les plus simples d'investissement. Il faut fluidifier le marché, il faut augmenter l'offre, il faut permettre aux gens qui donc habitent aujourd'hui dans le logement social de devenir propriétaires pour que, en fait, ils soient intéressés au développement et à la conservation du bâti. Il faut même créer un droit opposable à l'acquisition du logement, dans des conditions qui ne soient pas défavorables à ceux qui ne sont pas eux-mêmes dans le logement social, mais enfin, il faut sortir, il faut briser cette espèce de carcan clientéliste, il faut construire plus dans le cadre du Grand Paris, il faut desserrer cette espèce de barrière complètement absurde qui est devenue périphérique. Il y a des solutions, elles ne sont pas faciles, elles nécessitent du courage, mais ça, évidemment, bon, c'est ce qui fait le plus défaut à ceux qui actuellement ont à gérer cette situation parce qu'ils ont des visions complètement étriquées. Bon.
Il y a, vous savez, Anne Hidalgo, tout ce qu'elle veut, elle retrouve un peu la logique de certaines mairies communistes d'autrefois. C'est-à-dire, son rêve, c'est d'avoir un public de gens qui sont dans le logement social et qui votent pour elle. Le maire du 13e a avoué très récemment que la moitié des appartements dans le 13e arrondissement aujourd'hui étaient propriété soit de la ville, soit de ses démembrements, de ses satellites, soit de l'État, soit des sociétés de HLM, de la SNCF par exemple. La moitié. Mais comment voulez-vous qu'un marché, que des nouveaux entrants puissent accéder en fait au bâti dans cette situation-là? Donc il faut briser cette espèce de corporatisme et de malthusianisme et faire que les gens puissent avoir à nouveau de l'offre et en augmentant aussi la qualité de vie dans la proche et la plus lointaine banlieue pour qu'il n'y ait pas cette espèce de césure terrible entre Paris et la banlieue. Et ça, c'est véritablement un effort digne de celui qui avait été consenti sous le Second Empire du temps d'Haussmann, qui est devant nous. Paul Lamont, juriste, je suis tout à l'heure, il y a une échappée qui m'a marqué d'un orateur qui disait on se déplace, on vient sur Paris maintenant depuis Lyon, depuis énormément de villes lointaines à Paris, en France. Et j'ai écouté avec intérêt le maître de la Mare avec ses précisions apportées sur le Grand Paris. Je voulais simplement lui demander, pour me mettre plus au courant des actualités de ce dossier dont on n'entend plus parler tellement dans la grande presse. Est-ce qu'il y avait autrefois en 2007, lorsque le projet a été sorti du chapeau par le président Sarkozy, il y avait plusieurs modalités, plusieurs visions du Grand Paris. Il y avait la vision très large qui allait jusqu'au Havre. Et alors le temps, l'espace se réduit, la mobilité est plus grande. Enfin, Paris-Le Havre, ça fait quand même une certaine distance. Et est-ce que vous aviez aussi d'autres projets qui étaient ceux de réduire la dimension du Grand Paris au département voisin du 91, 92, 93. Où est-ce qu'on en est maintenant? Est-ce qu'on va la réduire ce Grand Paris à l'intérieur de ce métro que l'on construit de 100 km? Et vous en avez parlé, mais qu'est-ce que deviennent les autres projets? Et pour le juriste que je suis, il y a une inégalité des charges. Est-ce qu'il n'y a pas des petits phénomènes tendancieux au niveau de l'argent public? Parce que... Monsieur, nous avons compris votre question et Raoul Delamare va vous répondre. Merci. Ma réponse sera plus brève que la question. Non, je vais dire... Non, mais... Paul, vous avez raison, il y a eu... C'était évolutif pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure, d'équilibre politique, d'un côté les gens qui dirigeaient la région, de l'autre côté les gens qui étaient à la tête de l'État. Donc il y a eu une évolution et ça a donné lieu à de multiples négociations, notamment à la région Île-de-France. Valéran Saint-Just a dû connaître ça il y a 10 ou 15 ans. Et aujourd'hui, on en est, je dirais, il y a deux choses à retenir. Le Grand Paris, c'est les rames de métro, dans la région parisienne, et deux, un certain nombre de pôles économiques et de construction de logements. En gros, c'est ça. Alors, on se heurte toujours, au-delà des confrontations politiques qu'il peut y avoir, un autre problème qui a été évoqué, notamment par M. Delarue, c'est le problème du coût. C'est-à-dire que les coûts, plus on en fait, plus on arrive à des coûts complètement prohibitifs. Si vous ajoutez là-dessus, dans la région Île-de-France, un phénomène comme les fameux Jeux Olympiques qui sont censés permettre à Madame Hidalgo d'être réélue, en tout cas c'est ce qu'elle croit, je veux dire, on a beaucoup de mal à en sortir. C'est politique et financier qui sont aujourd'hui les deux variables qui bougent de manière régulière. Oui, deux choses au propos du Grand Paris Express. D'une part, le coût effectivement extravagant et qui monte sans arrêt.
et qui empêche à l'heure actuelle que l'on améliore le réseau existant qui est très souvent délabré, notamment en grande couronne. C'est tous les jours qu'il y a des pannes, des incidents techniques, des retards, des trains courts, le train long aux heures de pointe parce que le reste du train, il n'est pas capable de rouler. Tout ça, ce n'est plus tolérable du tout. Et l'autre problème, c'est qu'effectivement, je vais le dire un tout petit peu, c'est que le Grand Paris Express est une machine à exproprier et à expulser vers la grande couronne de très nombreux habitants de la petite couronne qui s'y trouvaient pas si mal que ça finalement et qui vont bénéficier des joies donc, de la grande couronne avec les transports qui ne marchent pas, les médecins il n'y en a pas, les 43 millions de tonnes de déblais, etc. et l'insécurité bien sûr. Je n'ai rien oublié ici peut-être. Merci beaucoup. Monsieur alors, Françoise, vas-y. Oui, Françoise Monestier, je voulais vous poser une question concernant le Grand Paris. Vous avez parlé d'une explosion financière, et je pense qu'elle ne va que croître quand on voit le rôle que joue dans la gestion du futur Grand Paris les mairies communistes d'Aubervilliers, de Seine-Saint-Denis, le pôle de pleine commune, et donc on assiste finalement à une résurrection de la ceinture rouge et des méthodes de gestion communiste qui vont avec. Oui, 30 secondes. Un des buts, d'ailleurs, a été juridiquement de faire échapper, de retirer aux maires leur pouvoir sur le logement et sur les permis de construire, pour repasser cela à l'échelon supérieur et à l'État, et notamment pour faire admettre aux Français, aux Franciliens, l'arrivée de l'immigration la plus importante et du logement de tous les clandestins. Il y a ça aussi derrière cela. Excusez-moi. Oui, non, mais vous avez raison sur le principe. Il y a qu'une chose qui nous sauve, si je puis dire, c'est l'agonie lente mais certaine du Parti communiste qui pèse 2 ou 3%, et malgré maintenant ils n'ont plus l'assistance respiratoire du Parti socialiste au deuxième tour, à mon avis ils ont moins en moins de communes, puisqu'ils sont... Ils auront les votes des nouveaux Français d'origine Oui, mais c'est pas... Oui, c'est vrai, mais c'est moins violent que ça n'a été il y a 10, il y a 20 ou 30 ans. Effectivement, ils tenaient toute la ceinture. Enfin, leur pouvoir, c'est quand même sérieusement érodé. Les chiffres des élections le prouvent. Merci beaucoup. C'est à monsieur là-bas où, avec votre chambre. Allez-y, monsieur. Je vous rappelle que notre heure pour aller approche. Bonjour à tous, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Je voulais juste me permettre de rebondir par rapport à tout ce qui est logement à Paris et les loyers. Les loyers à Paris sont inaccessibles parce qu'il y a un problème d'offre et de demande. Il y a des dizaines de milliers d'appartements à Paris qui sont vides. Les propriétaires ne veulent pas louer, ce ne sont pas des milliardaires les propriétaires, souvent ce sont des gens qui se sont endettés sur 30 ans ou 20 ans, etc. etc. Le problème, c'est que s'il y a le moindre souci avec le locataire qui ne peut plus payer ou qui ne paye plus, c'est 3 ans de procédure. D'accord? Ce sont des lois qui ont été votées par des crypto-communistes et des social-communistes la justice suffit contre la propriété privée. Et ce qui fait en sorte que maintenant, le moindre propriétaire, il demande, je ne sais pas moi, 3 000 à 4 000 € de salaire, il demande 50 millions de conditions pour louer un appartement de 600 €. Je veux dire, c'est unique en Europe, ce genre de choses. Et que les gens ne payent pas, il faut 3 ans d'expulsion, 3 ans de procédure. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'appartement disponible à Paris, que c'est si cher. C'est juste à cause de ça. Ce sont des lois qui ont été votées par les crypto-communistes il y a 20, 30, 40 ans, et on est victime de ça. Et les premières victimes de ça, ce sont les pauvres. C'est les travailleurs pauvres qui n'arrivent plus à se loger. D'accord? Donc, soi-disant pour protéger les gens, mais au final, ce sont les pauvres, les travailleurs pauvres qui sont victimes de ça. C'est un bénéfice de notre société. Nous voit la justice, au bout de très nombreux mois, ordonner des expulsions, et le préfet dire non, je n'exécuterai pas la décision de justice, je n'expulserai pas, et en même temps, nous contribuables est obligés de payer des loyers aux propriétaires à la place du véritable locataire qui reste là
et qu'il ne s'en va jamais. J'ai vu beaucoup de mains se lever et me dire on va pas y arriver, hein, mais bon, allons-y, c'est à mademoiselle. Allez-y. Non, vous renoncez. Ah, vous renoncez. Monsieur, la main avec Attendez, la question est maintenue. Pardon? La question est maintenue. Bonsoir à tous, merci pour vos interventions qui étaient de qualité. J'aurais juste aimé rebondir sur l'intervention de M. Jean-Claude Delarue au sujet du Grand Paris Express. Moi, je suis touchée de plein fouet par ce projet, étant donné que j'habite la ville de Champigny-sur-Marne, donc qui fait... Mairie communiste, s'il en est. Oui, effectivement. J'aurais aimé savoir votre opinion là-dessus, étant donné que moi, j'y suis totalement opposée, car il faut savoir que ce projet a été... comment dire ce projet a tué les commerçants de la ville de Champigny-Centre. Voilà, donc ça a pris beaucoup d'espace dans la ville. Les commerces ont eu vraiment un grand déficit budgétaire. Enfin, c'était assez compliqué. Et moi, j'aurais aimé vous demander si vous étiez beaucoup plus favorable à, par exemple, l'idée d'un tramway plutôt que de la construction d'un métro au sein de la ville de Champigny, étant donné qu'on habite quand même à proximité de la ville de Vincennes, où il y a un métro, à côté duquel on est à peine 10 minutes de Paris. Donc voilà, j'aurais aimé avoir des précisions. Le grand spécialiste. Voilà, merci. Le spécialiste, il ne connaît pas le problème précis, c'est-à-dire qu'effectivement, pour ce qui concerne Champigny, il faudrait qu'on revoie ça, si c'est possible, avec votre association, si vous en avez une. Je pense que c'est essentiel. Par ailleurs, il n'est pas tolérable, effectivement, qu'un certain nombre d'habitants ou de gens qui travaillent dans les zones où se situe, où veut s'installer le Grand Paris Express, soient sacrifiés comme ils le sont à l'heure actuelle. Donc je crois que là, c'est aussi peut-être une responsabilité de votre mouvement politique, c'est de se mobiliser sur le terrain pour dire votre Rassemblement national défend les franciliens, les habitants de la première couronne, contre effectivement l'expoliation dont ils sont victimes, parce qu'on peut faire un Grand Paris Express, je suis contre pour exemple de raison, mais on peut faire un Grand Paris Express dans le respect des gens quand même, hein. C'est pas totalement impossible. Simplement, effectivement, ce n'est pas le cas. Je pense que d'une part, notre mouvement devrait s'en emparer, et d'autre part, notre association, votre association, les commerçants et d'autres, voir ça ensemble. Hein. On va pouvoir continuer sur... notre responsable à Champigny s'appelle Thierry Devige, et il faut que vous le voyez, et c'est peut-être d'ailleurs le futur maire de Champigny. On va encore une question. C'est une question, oui. Vous, puis après, ce sera terminé, parce que les galettes, c'est en train de se Oui, comme nos... Bonjour, ma question concerne sur les transports dans Paris. Alors, quand on sait que la mairie cherche à limiter le nombre de véhicules dans la ville en fermant les voies sur berge, donc qui sont une catastrophe au niveau des banlieues, c'est peut-être avec un aspect provincial un peu anodin, quand on voit ce qui s'est fait à Nice, à Clermont-Ferrand ou dans plein d'autres villes, pourquoi la simple question du tramway à l'intérieur des rues de Paris, le tramway qui sort du simple tour de la ville, n'a jamais été posé. C'est vraiment une question anodine, est-ce trop cher, est-ce une question... Est-ce vraiment trop compliqué pour... Non, mais le tramway dans le centre de Paris, ils avaient envisagé à un moment de faire un tramway. Alors maintenant, ils appellent ça bus à haut niveau de service. Bon, c'est un tramway sans tramway, quoi. Mais la difficulté, c'est que ça prend quand même beaucoup d'espace sur la voie, et ça, si on le fait comme ça, un petit peu pour des raisons d'affichage idéologique, c'est pas la bonne réponse. Il y a un réseau souterrain à Paris qui pourrait, donc qui est quand même, malgré tout, avec, après plus d'un siècle d'investissement, quand même quelque chose d'assez remarquable. Hein, c'est quand même, si on met bout à bout tout ce que les Parisiens et l'État ont dépensé depuis le début du XXe siècle pour le métro parisien, ensuite le RER, c'est quelque chose, c'est un investissement monstrueux. Donc la solution, c'est plutôt de retravailler ça pour vraiment l'hypercentre parisien, parce qu'il faut voir aussi que le tramway, c'est pas forcément une panacée. Celui des Maréchaux qui fait le tour de Paris, alors c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça déplace à peine plus de gens que l'ex plus PC. Ça, ce sont des chiffres qu'ils ne veulent pas, que les gens débattent et connaissent.
mais à peine, parce que ça passe simplement toutes les 10-12 minutes. Ça a été fait pour des raisons d'affichage. Pourquoi mettre par exemple quelque chose de surélevé avec du gazon au milieu? C'est complètement absurde, puisque ça empêche même les cyclistes ou les taxis de venir sur cet espace. Mais c'est parce que ça se voit, c'est pas l'objectif de pure communication. Donc je crois qu'il faut surtout sortir de la pure communication. Il y a une dimension raisonnable aux questions de transport. Il faut partir des problèmes des gens, des problèmes des gens qui se déplacent avec leurs difficultés. Il faut trouver des solutions aux difficultés concrètes et pas partir avec des raisonnements abstraits qu'on cherche à plaquer de toute force sur une réalité qui finit par se rebeller. Elle se rebelle aujourd'hui par le fait qu'ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent. Il y a suffisamment d'individus qui ont des raisons suffisantes aujourd'hui de continuer à prendre une automobile malgré la répression contre les automobilistes pour faire que leur politique échoue et qu'il y a de la congestion avec de la pollution partout. Moins d'idéologie et plus de pragmatisme dans ce domaine. Tout est toujours trop court. Je vous félicite pour non seulement votre venue, mais pour avoir écouté et participé de façon assez passionnée à tout ce qui s'est dit aujourd'hui. C'était extrêmement intéressant. Je remercie beaucoup tous les intervenants au nom du groupe, au nom des élus du groupe IDF, du Rassemblement National à la région Île-de-France. Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour l'année qui vient, l'année 2019 qui va être extrêmement sportive. Il y a des échéances électorales, il y en aura encore qui nous intéresseront encore plus l'année prochaine. Et je crois qu'avant d'aller déguster la galette, une dernière chose, vous pouvez, si vous le voulez bien, applaudir tous nos intervenants.